Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Logique sociale. Fondée par Dominique Desjeux et dirigée par Bruno Péquignot. Série Littérature et Société dirigée par Florent Godet. Au-delà de la seule analyse interne du texte littéraire et de la stricte étude de ses conditions externes de production et de circulation, le paradigme des recherches en littérature gagnerait à s'ouvrir davantage aux déterminants humains dans les processus littéraires, tandis que les dimensions sociales des productions symboliques, ici la littérature, mériteraient une meilleure prise en compte par les protocoles sociologiques. Considérant la littérature comme un fait social total susceptible d'interroger le raisonnement sociologique, cette série se donne ainsi comme objectif de valoriser la complémentarité des approches littéraires et sociologiques. Elle est donc destinée à accueillir tant les démarches socio-anthropologiques ouvertes sur le questionnement de la littérature, que les approches littéraires à forte ouverture socio-anthropologique, en se fondant sur le postulat selon lequel la littérature est un véritable processus de connaissance humaine et sociale, et qu'il existe entre l'activité de raconter une histoire et le caractère temporel de l'expérience humaine une corrélation qui n'est pas purement accidentelle, mais présente une forme de nécessité transculturelle. Déjà paru dans cet esprit. Pierre Bagné, Les micro-sociétés de la littérature pour la jeunesse. L'exemple de Fantomette. Mohamed Dendani, Les pratiques de la lecture. Laurence Helena, Sociologie et littérature. La référence à l'œuvre. Gérard Fabre, Pour une sociologie du procès littéraire. De Goldman à Barthes en passant par Bakhtin. Florent Godet, Pour une socio-anthropologie du texte littéraire. Approche sociologique du texte acteur chez Rulio Cortázar. Chantal Horrelouafarge, Regard sur la lecture en France. Bilan des recherches sociologiques. Sabine Jarraud, Le vampire dans la littérature du XIXe au XXe siècle. Jacques Lénart, Pierre Jozsa, Lire la lecture. Essai de sociologie de la lecture. Odem Ouaci, Les poètes amateurs. Approche sociologique d'une conduite culturelle. Isabelle Papieau, La comtesse de Ségur et la maltraitance des enfants. Bruno Péquignot, La relation amoureuse. Analyse sociologique du roman sentimental moderne. Marie-Caroline Van Bremersch, Sociologie d'une représentation romanesque. Les paysans dans 5 romans balsaciens. Pierre Verdrager, Le sens critique. La réception de Nathalie Sarraute par la presse. Pierre Vézima, Pour une sociologie du texte littéraire. Pierre Vézima, Manuel de sociocritique. Pierre Vézima, L'ambivalence romanesque. Proust Kafka Musil. Pierre Vézima, L'indifférence romanesque. Sartre Camus Moravia. Dernière parution. Pierre-Laurent Cosset et l'NKGRAFNETEROVA, L'engagement de l'axiologie nationale dans la lecture d'un roman, 2009. Alain Guillemin-Dir, À la recherche du meilleur des mondes. Littérature et sciences sociales 2006. Panagiotis CHRISTIAS, Les chemins d'Ulysse. Littérature et société entre ancien et moderne, 2007. Nicole Ramogno, Lecture actuelle de l'œuvre de Balzac, 2 volumes, 2005. Pierre Lassave, Bible, La traduction des alliances. Enquête sur un événement littéraire, 2005. Avant-propos. 2 publications récentes ont signalé une volonté, de la part de certains littéraires d'une part et de certains sociologues de l'autre, de relancer la réflexion sur la problématique socio-littéraire. Dans l'avant-propos de Littérature et sociologie, 2007, P. Baudor et Desrabaté rappellent que déjà en 2002, lors d'un colloque organisé par la Société d'études de la littérature française du XXe siècle, on avait souligné la trop grande fermeture actuelle des études littéraires sur la poétique du texte, et le besoin urgent d'approfondir la réflexion sur les relations que notre discipline entretient avec les sciences humaines. Cette prise de conscience a abouti, 2 ans plus tard, à un colloque sous les auspices de la même société sur le thème « Littérature et sociologie ». Le livre préfacé par M. Baudor et Rabaté en constitue les actes. Du côté des sociologues, plutôt en avance par rapport aux littéraires, dans l'intérêt manifesté pour une approche interdisciplinaire,
un colloque sur littérature et sciences sociales, en 1999, organisé par le groupe de recherche sur l'art et la littérature du Laboratoire méditerranéen de sociologie, a été suivi, mais seulement en 2006, de la publication des actes, parus dans la même collection que le présent ouvrage de. Ces tentatives surviennent après une période d'éclipse relative de la problématique qui nous concerne ici. Depuis la fin des années 1980, en France et dans d'autres pays francophones, malgré la continuation de plusieurs tendances antérieures et quelques développements nouveaux, le champ de la sociologie de la littérature a connu un déclin et une marginalisation indéniables. En même temps, sans doute en partie à cause de la distance prise par rapport aux perspectives marxistes ou marxisantes, on a assisté à une mise entre parenthèses d'un certain nombre de questions qui avaient été abordées auparavant. Dans les pays anglo-saxons, la situation se présente autrement. Les dernières décennies y ont vu foisonner de nombreux courants critiques qui ont trait au rapport entre le littéraire et le social, mais qui adoptent le plus souvent un angle d'approche très ciblé et exclusif. Études féministes et de genre, études postcoloniales, queer theory, etc. Bien que ces approches soient innovantes, et aient enrichi considérablement nos perspectives sur le rapport entre la littérature et ses contextes, elles ont en même temps contribué à une fragmentation des points de vue analytiques qui laissent souvent de côté de larges pans de la problématique socio-littéraire. Le présent ouvrage ne prend pas en compte cette période plus récente. Basé sur une thèse de doctorat soutenue en 1987, à un moment où s'achevait la grande époque du développement de la problématique, son corpus s'étend des débuts du discours socio-littéraire jusqu'à sa culmination dans la riche diversité des méthodes, théories, échanges et débats, création de centres de recherche, etc., qui a caractérisé les années 1960-70 et jusqu'au début des années 80. Nous proposons ce travail avec la conviction que l'ensemble des questions qu'il esquisse, et les diverses réponses qu'il confronte les unes aux autres, ne sont pas dépassées, et dans l'espoir qu'un retour sur elles peut être utile. L'ouvrage est une tentative de synthèse par la construction d'une problématique générale, qui définit et organise l'ensemble du champ d'étude de la sociologie de la littérature. Notre but est d'ouvrir l'éventail des interrogations sur les liens possibles entre les littératures et les ordres sociaux, de poser à nouveau certaines questions par le biais d'une discussion générale de la problématique socio-littéraire et d'un balayage historique de ce type de discours à partir de ses origines jusqu'à son apogée, si l'on peut dire. Nous souhaitons en premier lieu faire œuvre d'histoire intellectuelle, en mettant en relief tout un volet de travaux, conceptuels, analytiques et empiriques, et d'activités, qui risqueraient autrement de tomber dans l'oubli. Plus particulièrement, nous aimerions faire revivre la tradition marxiste en sociologie de la littérature, dans toute sa diversité, dans sa fécondité mais aussi avec ses faiblesses et ses lacunes. Elle a joué un rôle riche et original dans le domaine, et ne saurait se réduire à une quelconque théorie du reflet, comme certains n'ont pas hésité à le prétendre récemment. 3. Nous voudrions notamment mettre en lumière la contribution importante de Lucien Goldman, ainsi que celle de quelques autres moins connus du lecteur français comme Raymond Williams, Éric Keller et Stéphane Moravski. Au-delà d'un souci de mise en valeur historique, nous espérons que la prise de connaissance de pistes explorées jadis, puis délaissées, pourra nourrir d'une manière ou d'une autre la réflexion et la recherche à l'avenir. Signalons les limites de cet ouvrage. D'abord, on n'y trouvera pas de nouvelles théories, mais plutôt une tentative d'exposition, de clarification et de discussion critique de théories et d'analyses déjà élaborées. Ceci dans le dessein d'enrichir les débats actuels et à venir. D'autre part, les discussions que nous proposerons des différents éléments de la problématique socio-littéraire sont loin d'être exhaustives. Pour les traiter à fond, de nombreuses questions abordées auraient exigé que l'on consacre à chacune d'elles une monographie. L'exhaustivité dans ce sens aurait été de toute manière impossible. En revanche, nous avons voulu embrasser aussi largement que possible le champ global de problèmes qui se posent à la sociologie de la littérature, en évoquant les principales thèses que l'on a pu avancer pour chacun. Nous avons aussi puisé dans un corpus international, à la différence de plusieurs études générales parues récemment, qui se concentrent sur la francophonie. 4. Malgré, ou plutôt à cause de l'éparpillement des lignes de développement national et langagières, il semble important de les faire dialoguer, d'explorer leurs liens potentiels aussi bien que réels.
Nous avons recherché l'exhaustivité également dans le registre temporel, en ce que nous tirons nos énoncés de toutes les époques de l'histoire du discours socio-littéraire, en remontant jusqu'aux origines, au risque peut-être de dérouter le lecteur, au moins dans un premier temps. Notre corpus n'inclut pas pourtant les 25 dernières années. On ne trouvera pas ici, donc, une prise en compte des règles de l'art de Bourdieu, paru en 1992, édition revue et corrigée, 1998, ni des travaux ultérieurs qui s'en inspirent. Mais, dans la mesure où les grandes lignes de la théorie de Bourdieu avaient déjà été élaborées au milieu des années 80, et que plusieurs études importantes avaient été publiées par des chercheurs travaillant dans le giron du maître, dans la mesure aussi où les concepts développés par Bourdieu constituent sans doute la dernière grande théorisation contemporaine de la problématique socio-littéraire, la présente étude peut donner, nous semble-t-il, une idée assez complète de l'ensemble. Dans un épilogue, néanmoins, nous donnerons des indications bibliographiques sur la production des dernières décennies, mais limitées au domaine francophone, en tâchant de dégager les auteurs et les tendances les plus marquants. Introduction. La PROBLEMATIQUE et son histoire. Il faut bien se rendre à l'évidence. Le statut de la sociologie de la littérature fait problème. Au milieu des années 1980, à la fin de la grande période d'études et de théorisation dans ce domaine, Jean-Claude Chamboredon a constaté, dans un numéro spécial de la Revue française de sociologie sur la sociologie de l'art et de la littérature, que la situation de l'une comme de l'autre demeurait fort peu cristallisée. 5. La formule était bien choisie, car ce qui caractérisait le travail de ceux que l'on pouvait associer à ces domaines était une diversité déroutante des approches méthodologiques, de champs de recherche et de terminologie, souvent contradictoires ou du moins sans lien apparent. La situation n'a pas fondamentalement changé depuis cette époque. En ce qui concerne la sociologie de la littérature, aucun consensus n'a jamais existé sur la définition même du champ d'étude. Certains critiques ou théoriciens marxistes, par exemple, se démarquent de ce qu'ils nomment sociologie de la littérature, alors que d'autres, comme Lucien Goldman, se veulent sociologues marxistes de la littérature. D'autres encore, qui abordent le fait littéraire à partir de la sociologie universitaire, considèrent que leur pratique seule peut en droit s'appeler sociologie de la littérature. On a inventé diverses distinctions terminologiques, dans différentes langues, pour tenir compte de ce genre de discrimination. En allemand, on a distingué Literatursoziologie, de Sociologie der Literatur, en italien Sociologia Letteraria, de Letteratura Sociologica 6, et une sociologue anglo-saxonne a pu prétendre qu'elle pratiquait, non pas la sociologie de la littérature, mais la sociologie par la littérature, Sociology through Literature 7. Il est clair donc que la sociologie de la littérature n'a jamais tout à fait atteint le statut de discipline. C'est la prise de conscience de ce manque qui est à l'origine du présent ouvrage. Face à l'éclatement d'un domaine aux contours imprécis et à l'intérieur duquel les discours se côtoient parfois sans se toucher, nous avons voulu tenter une synthèse, contribuer, si possible, à la cristallisation d'une sociologie de la littérature au singulier. Pour le faire, il faudrait sans doute passer outre aux disputes sémantiques. Car au-delà des différences de terminologie et d'approche, on peut reconnaître l'unicité d'un champ de questions concernant les rapports entre la littérature et la société, entre le littéraire et le social. C'est ainsi que nous définirons la sociologie de la littérature, 8, sans attacher une signification particulière à cette désignation. Au cours de ce travail, nous emploierons indifféremment divers termes, sociologie littéraire, discours, analyse ou problématique socio-littéraire, etc., comme synonymes se référant à notre définition du champ. Jeunesse du champ. Quelles sont les conditions de possibilité de l'émergence historique d'un discours sur les rapports entre le littéraire et le social ? À première vue, il pourrait paraître que ce genre de discours a existé aussi longtemps que la réflexion sur la littérature. Car tout au long de l'histoire de cette réflexion, on a traité la littérature dans ses liens avec d'autres aspects de la vie humaine. Chez Platon, les effets moraux-politiques de la littérature, chez Aristote, la théorie de la mimésis, et dans le classicisme, néoclassicisme, la fonction de la poésie est de plaire et instruire. Mais en fait, pour qu'un discours répondant à notre définition se réalise, il faut que littérature et société existent en tant que concept,
et que ces concepts désignent des phénomènes conçus comme entièrement distincts, susceptibles par conséquent d'être mis en relation. Ce sont là les sine qua non de la genèse d'une problématique socio-littéraire, les conditions nécessaires pour que paraissent des ouvrages et s'ouvre un débat intellectuel sur la question du rapport littérature-société. Ainsi, l'apparition de ce domaine présuppose une double évolution, entamée auparavant mais culminant au XVIIIe siècle. D'une part, la conceptualisation des phénomènes humains en termes de société et de comportements sociaux dont l'organisation et les déterminations peuvent être analysées, et non comme émanation d'une volonté et d'un projet divin. D'autre part, l'autonomisation de la littérature et de l'objet esthétique en général. Avec l'esthétique kantienne, suivant celle de Baumgarten, qui prépare le terrain, cet objet se trouve coupé de la totalité humaine dont il faisait indissolublement partie dans les poétiques antérieures, et se soumet pour la première fois à l'analyse purement interne. Parallèlement, on assiste à la progression de la société civile par rapport à l'État et l'Église, et une spécialisation croissante des formes de discours. La science, la philosophie, l'économie politique et la littérature suivent désormais des trajectoires en grande partie séparées. De plus en plus, la littérature devient aussi une institution. La littérature étant devenue une entité autonome, il devient nécessaire de la réintégrer dans l'environnement humain global, maintenant défini comme société. C'est dans ce contexte que se manifestent les premiers efforts d'analyse socio-littéraire. Au cours du XVIIIe siècle déjà, en France et en Allemagne, se manifeste ce que l'on pourrait appeler la préhistoire du discours. D'abord chez l'abbé Dubo, dont les réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, 1719, joignent à un déterminisme des causes physiques, climat et géographie, celui de certaines causes politiques et morales. Chez Voltaire également, qui dans le siècle de Louis XIV 1752, inclut des œuvres littéraires dans son traitement de la politique et des mœurs de l'époque, mais sans vraiment s'interroger sur le rapport entre ces différents éléments. Ensuite chez Winckelmann, Histoire de l'art chez les anciens 1764, et Herder, Idées pour la philosophie de l'histoire de l'humanité, 1784 à 91, qui développe les thèmes que Dubo avait introduits mais avec une orientation plus historique. Enfin André Chénier avait rédigé, avant son exécution en 1794, le premier chapitre d'un livre sur les causes et les effets de la perfection et de la décadence des lettres et des arts. Cette ébauche aurait peut-être abouti si elle avait pu être menée à terme à une analyse socio-littéraire importante. Mais la véritable genèse de la problématique se situe au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, avec plusieurs écrits de Louis de Bonald, en 1796, 1805, 1806, et surtout avec la monographie plus systématique de Madame de Staël en 1800, de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. Ce dernier ouvrage représente un véritable saut qualitatif. L'analyse que l'on y trouve est de nature plus pleinement et consciemment sociale qu'auparavant, comme l'indique l'emploi du terme institution sociale dans le titre. Le mot social ne figure dans aucun des titres précédents. Si elle aussi met l'accent sur les facteurs du climat, de la religion et de la forme gouvernementale, Madame de Staël introduit pour la première fois, notamment dans son traitement des modifications du rôle de la femme et de leurs effets sur la littérature, le domaine de la société civile. 9. Enfin, elle se propose explicitement d'explorer, d'une façon systématique et globale, les rapports réciproques entre la littérature et la société, consciente elle-même que ce travail n'a encore été fait dans aucun livre existant. 10. Tentative de totalisation. Le discours socio-littéraire existe donc depuis plus de 2 siècles. Mais ce n'est que récemment que l'on a voulu en faire le bilan, et tenter une théorisation générale. Avec le renouveau important de la sociologie de la littérature à partir de la fin des années 1950, on a senti le besoin de prendre une vue d'ensemble de ce qui s'était fait jusqu'alors, et d'effectuer en quelque sorte une totalisation du domaine. De nombreux textes, de diverses sortes, ont paru. Essais, articles d'encyclopédie, chapitres de livres sur la sociologie ou la théorie littéraire, anthologies, actes de colloques, monographies. Or, si l'ensemble de ces productions représente un apport précieux qui nous a servi de ressources indispensables, il demande à être complété. Les essais, articles et chapitres isolés tout d'abord étant de dimension restreinte, ne peuvent guère prétendre à l'exhaustivité.
Quant aux livres d'un seul auteur consacrés à une discussion générale, certains ne prennent en compte que la tendance à laquelle l'auteur appartient lui-même. 11. D'autres adoptent une perspective plus large, intégrant à leur discussion des courants et des problèmes qui s'étendent sur toute la gamme du discours. 12. Mais malgré les contributions importantes à la réflexion sur ce champ, à notre connaissance aucun auteur n'a abouti à un traitement du sujet qui soit à la fois systématique et compréhensif. Dans Manuel de sociocritique, 1985, réédité en 2000, 2 pages v. Zima par exemple, la partie qui propose une visée globalisante 13 porte sur un certain nombre de courants et de théoriciens relativement récents. Zima prend quelques thèmes et discute les thèses les plus marquantes qui ont été énoncées à leur égard. Il ne prétend nullement à l'exhaustivité, et son travail ne s'organise pas selon un système de problèmes socio-littéraires. Quant aux 2 nouvelles études d'ensemble parues récemment, celle de Paul Dirks chez Armand Collin en 2000 et celle de Péaron et Aviala dans la collection « Que sais-je ?» en 2006, elles se concentrent plus ou moins exclusivement sur le domaine francophone. Notre propos sera donc autre que celui de ces ouvrages, en ce que nous tenterons une systématisation de ce domaine intellectuel dans son ensemble, et une prise en compte de discours venant de tous les pays où ils se sont manifestés de façon significative. S'il est évident que de nouveaux éléments viendront toujours s'ajouter à l'ensemble historiquement constitué du discours, il nous semble possible de construire un cadre capable d'intégrer tout énoncé éventuel dans le champ. Ce cadre, nous l'appellerons la problématique socio-littéraire. La problématique. Nous entendons ce terme, correspondant à Problemkreis en allemand, dans le sens d'un ensemble structuré de problèmes posés par un mode de discours donné, la constellation de questions qui définit ce discours. L'élaboration d'une configuration de problèmes pour le champ socio-littéraire, tel que nous l'avons tenté, est le résultat d'un va-et-vient, selon l'expression de Lucien Goldman, entre le niveau théorique et la recherche empirique. Il n'est ni une construction purement a priori, ni une simple énumération de thèmes relevés au cours de la recherche, mais plutôt une tentative d'organiser les questions importantes, telles que la sociologie littéraire les a énoncées jusqu'à aujourd'hui, à l'intérieur d'un cadre pouvant accueillir tout problème éventuel. Dans cette structure, les sous-catégories sont souvent des listes ouvertes, permettant l'ajout d'autres éléments. Si on exclut les énoncés sur les concepts de base, notamment sur la définition de la littérature elle-même et sur la question de la méthode, la problématique peut se représenter sous forme de schéma de la manière suivante. 1. La littérature dans son existence hors des textes, le circuit littéraire. A. La production, l'auteur, l'éditeur. B. La distribution, l'éditeur, les points de vente, la bibliothèque, la critique, l'école, etc. C. La consommation, la réception, public, lecteur et lecture, etc. 2. La littérature en tant qu'ensemble de textes. Am. Les effets de la littérature, égale les textes, sur la société. I. Conservateur. 2. Progressiste. B. Les effets de la société sur la littérature, égale sur les textes. I. Modalité du social présente dans les textes. A. Forme de conscience, attitude, valeur, idéologie, vision du monde, etc. B. Réalité, faits, structures sociaux. 2. Modalités textuelles affectées par le social. A. Genre. B. Forme et contenu. C. La valeur esthétique. D. Le changement littéraire, dans l'histoire, dans l'influence transculturelle. Nous allons explorer systématiquement cette problématique, après avoir préalablement abordé les définitions de la littérature et les questions méthodologiques, en prenant chacune de ces catégories pour mettre en confrontation, et faire dialoguer, les thèses et hypothèses qu'on a formulées à son sujet. Nous ne nous arrêterons pas à un collage de points de vue, cependant, mais soumettrons les thèses existantes à un regard critique. Notre démarche consistera parfois à suggérer une articulation de théories et d'analyses qui, sans être fausses, sont unilatérales. Dans d'autres cas, nous prendrons parti pour un point de vue particulier, ou avancerons nos propres propositions. Enfin, nous interrogerons en même temps les rapports, possibles ou nécessaires, entre ces éléments. Car la problématique n'est pas une juxtaposition de monades, mais un tout constitué en réseau de relations. Dans la partie principale de ce travail, nous adopterons un mode de présentation à prédominance synchronique.
Nous allons mettre en parallèle ou en opposition, ou articuler d'une autre manière, des énoncés pris à toutes les étapes du devenir de la sociologie littéraire sans égard à l'ordre chronologique. Nous intégrerons toutefois à ce mode de traitement de nombreux développements et remarques de nature historique. La synchronie et la diachronie n'étant que des dimensions d'une seule et même réalité, il nous semble que toute séparation absolue entre elles ne peut qu'appauvrir l'analyse. Il n'empêche qu'il s'agira là de supports ponctuels à une discussion située pour l'essentiel sur un plan synchronique. Mais avant d'entamer la discussion systématique, il nous semble utile d'esquisser les grandes lignes d'une histoire générale du domaine, introduisant les principaux courants et penseurs qui seront par la suite les protagonistes des dialogues sur telle ou telle question précise. Nous passerons en revue les principales traditions nationales, celles de la France, de l'Allemagne et des pays anglo-saxons, et ensuite les développements dans quelques autres pays dont le rôle est secondaire mais néanmoins privilégié, la Russie, l'Italie. Il y a eu une production abondante dans de nombreux autres pays, notamment en Amérique latine, dans les pays de l'Est et en Scandinavie, et elle sera présente par la suite dans les discussions synchroniques. Mais elle est surtout de date récente, et dérive en général des traditions intellectuelles que nous évoquerons ici. Historique, la France. La France représente sans doute le pays où le discours socio-littéraire a connu le développement le plus marqué, le plus soutenu et le plus diversifié. C'est en France qu'a eu lieu la genèse de la problématique, et le XIXe siècle français est dominé presque d'un bout à l'autre par ce que H.A. Needham a appelé l'esthétique sociologique. 14. Cette esthétique est souvent explicitement liée, davantage que dans d'autres pays, à une position politique. On trouve déjà les deux options fondamentales, de droite et de gauche, réactionnaires et progressistes, chez de Bonald et Madame de Staël, le premier étant monarchiste de droit divin, la seconde républicaine modérée, mais au cours du XIXe siècle on verra se manifester toute une gamme de perspectives politiques entre les deux pôles. Lorsque le premier vrai mouvement d'idées se dessine vers 1830, ce sera dans la gauche, chez les libéraux, les républicains et les socialistes utopiques. Il se manifestera dans plusieurs revues, d'abord et surtout dans le Globe à partir de 1824, où s'exprime entre autres le point de vue des Saint-Simoniens, qui sont parmi les initiateurs du courant 15, mais également dans certains organes républicains, la Revue du Progrès et la Revue républicaine entre 1830 et 40, 16 dans cette dernière apparue notamment en 1834, de L'. Influence de la société sur la littérature, de Louis Blanc. Quant à la gauche plus modérée, il faudrait mentionner Sainte-Beuve qui, quoique dans l'ensemble critique biographique plutôt que sociologique, a réfléchi sur la nouvelle littérature de masse dans De la littérature industrielle, 1839. Il faudrait aussi mentionner Tocqueville, car De la démocratie en Amérique, 1835 à 40, contient des chapitres rendant compte des arts aux États-Unis par rapport à l'ensemble de leurs institutions, mœurs et mentalités. Dans la seconde moitié du siècle, avec l'importance grandissante de la critique universitaire et avec l'avènement du positivisme, le centre de gravité se déplace vers la droite. Le personnage central, bien entendu, est Hippolyte Taine, qui développe pour la première fois depuis la genèse de la problématique une véritable théorie socio-littéraire. 17, influencé par Auguste Comte, qui comme les sociologues français Guettard et Durkheim plus tard a prêté peu d'attention à l'art, Taine tente dans une série d'écrits, en 1861, 63, 66, d'ériger un système scientifique et positif des apostrophes. Explication de la littérature par la société. Mais dans d'autres ouvrages vers la fin des années 60, le conservatisme politico-social qui sous-tend sa prétention à la neutralité scientifique vient à la surface. Or, des deux critiques les plus marquants qui émergent aux années 80 dans le sillage de Taine, si l'un, E. Hennequin, la critique scientifique, 1888, continue à se réclamer de la science positive, l'autre, F. Brunetière, prône une forme de critique moraliste liée à une politique réactionnaire. Face à Taine et sa suite, le discours socio-littéraire de gauche dans cette période est marginal et de peu de poids. En 1865 paraît, en œuvre posthume, du principe de l'art et de sa destination sociale de Proudhon, et entre 1885 et 1896 Paul Lafargue publie les premiers essais de critique marxiste de la part d'un Français. Ils seront ignorés en grande mesure du public intellectuel général.
Au début du XXe siècle se produisent un certain nombre d'initiatives qui s'efforcent de dépasser les limitations du système ténien. Déjà en 1889 avait paru L'art au point de vue sociologique de Jean-Marie Guyot, qui a le mérite de traiter l'œuvre littéraire comme un tout, en contraste avec la tendance chez Taine à lier des éléments isolés avec le social. 18 ensuite, malgré l'influence certaine de Taine sur lui, influence qui passe en partie par Brunetière, dont il avait été l'élève, Gustave Lançon tente notamment en 1904 dans l'Histoire littéraire et la sociologie, le texte des apostrophes, une conférence que Durkheim avait sollicitée, de jeter les bases d'une conception du rapport littérature-société qui s'éloigne du déterminisme mécanique de Taine et qui s'oriente plus vers l'analyse textuelle détaillée. À la veille de la Première Guerre mondiale, on trouve d'autres démarches allant à l'encontre et au-delà de Taine, chez un universitaire littéraire, F. Baldensperger, la littérature, création, succès, durée, 1913, et un esthéticien, Ch. Lalo, programme d'une esthétique sociologique, 1914. Avec ces théoriciens du tournant du siècle, le discours socio-littéraire se repositionne politiquement. L'orientation droitière fait place à un certain esprit de tolérance et à un libéralisme de centre-gauche, 19. Dans la période de l'entre-deux-guerres, l'approche générale de Lançon devient hégémonique, érigée en système, le lançonisme. Parmi ses nombreux disciples et épigones, peu ont cependant poursuivi l'intérêt manifesté par le maître pour le lien littérature-société. Desmornay, par exemple, l'un des plus distingués des Lançoniens, renonce à exploiter cette problématique. Ceux qui continuent à s'y intéresser, comme Abaillet et H. Bourgin, sont loin d'avoir la stature intellectuelle de Lançon, et n'apportent aucun développement significatif. Quant à la critique de gauche, elle reste marginale et en général de qualité médiocre. La perspective marxiste produit une tentative de théorisation globale. Markikovitch publie La littérature à la lumière du matérialisme historique en 1929. Des comptes-rendus souvent polémiques, notamment de Pénisan, paraissent dans les pages de l'Humanité. En dehors de cela, peu qui méritent d'être relevés, si ce n'est la réédition en recueil par J. Fréville en 1936 des critiques littéraires de Lafargue. Après la Deuxième Guerre mondiale, cependant, la situation changera radicalement. On assistera à un foisonnement de travaux novateurs et à terme, au développement de plusieurs mouvements d'envergure. Le tout cette fois-ci se passera dans le giron de la gauche, surtout d'inspiration marxiste ou marxisante. Des signes précurseurs paraissent déjà pendant la guerre et dans l'immédiat après-guerre. Dans un article en 1941-20, l'historien des Annales Lucien Fèvre reproche à Mornay d'avoir abandonné le terrain de l'histoire sociale dans ses rapports avec la littérature, et préconise une recherche interdisciplinaire qu'il illustre magistralement lui-même par la suite dans ses travaux sur l'Heptaméron, 1944 et Rabelais, 1947. Dans les années 40 paraîtront deux autres ouvrages, isolés à l'époque mais annonciateurs du futur proche et appelés à exercer une influence importante. Morale du grand siècle de Paul Bénichou et Qu'est-ce que la littérature de Sartre, tous deux publiés en 1948. La première moitié des années 50 voit l'apparition des premiers essais de Lucien Goldman sur la littérature, et une série de monographies littéraires et esthétiques par le philosophe marxiste Henri Lefebvre. Mais c'est vers la fin de cette décennie que se produit l'essor d'un véritable mouvement de sociologie littéraire, à la suite de la publication du Dieu caché de Goldman en 1956, du Que sais-je, sur la sociologie de la littérature de Robert Escarpit en 1958, et de la création de centres de recherche par Goldman à Paris et à Bruxelles, par Escarpit à Bordeaux. Dans les années 60, alors que ces centres se développent parallèlement et en collaboration partielle, 21 suscitant un nombre considérable de colloques et de publications, on verra paraître également les travaux de Jean Duvigneau sur la sociologie du théâtre. Avec la mort de Goldman en 1970, la sociologie de la littérature en France perd son caractère de mouvement massif et coordonné, sinon tout à fait uni, mais le développement du domaine ne s'arrête pas pour autant. Lénart continue à diriger le centre parisien animé naguère par Goldman, et mène diverses recherches, notamment sur la lecture. La tendance sociocritique se manifeste à l'instigation de Claude Duchet, et l'école de Bourdieu produit un certain nombre d'analyses du champ littéraire. Par ailleurs, en Belgique, Jacques Dubois théorise l'institution de la littérature. Somme toute,
La période qui suit la Deuxième Guerre mondiale en France et en Belgique se présente comme une période de foisonnement et de renouveau incomparable de notre problématique. L'Allemagne. Malgré quelques similitudes, la configuration allemande est tout à fait autre que celle de la France. D'abord, on constate une relative faiblesse de l'orientation sociologique pendant tout le XIXe siècle et jusqu'à la République de Weimar. Mais dans les années 20 et au début des années 30, un certain nombre d'initiatives nouvelles se produisent, à un moment où paradoxalement on assiste à une certaine stagnation en France. Ces initiatives auront une grande importance par la suite. En Allemagne, il n'y a aucun véritable acte de fondation d'une approche sociologique, aucune pensée correspondant à celle du couple de Bonald, Madame de Staël. Passant par Hegel et les romantiques, la transition de la préhistoire, avec Winckelmann et Herder, au développement de la problématique à proprement parler est nettement moins tranchée qu'en France. Si la théorie hegelienne relie sans doute les formes littéraires aux formes sociales, ce n'est que d'une manière très générale, dans les trois grandes étapes de l'histoire qui produisent chacune un art qui lui est adéquat. Et si l'on trouve chez un Schelin ou un Schlegel par exemple, des aspects du social associés à l'art, on est loin des arguments détaillés et des généralisations de Staël et de Bonald, 22. Au XIXe siècle allemand, la ligne prédominante est en fait non sociologique. Une approche immanente d'abord avec l'érudition philologique et idéaliste par la suite avec la Gesellschaft, histoire des idées vers la fin du siècle. En Allemagne, aucun développement sociologisant qui ressemble aux courants qui ont marqué la France. Ce qui ne veut pas dire que la problématique y soit totalement absente, seulement elle est plus estompée, plus lente à démarrer, plus marginale, et elle prend des formes différentes. Le discours socio-littéraire comporte une tendance de gauche et de droite en Allemagne comme en France, mais le caractère des tendances diffère considérablement. À gauche, c'est le marxisme qui prime en Allemagne. Issu de Hegel et de l'hegelianisme de gauche, la pensée de Marx et plus tard, d'Engels, concrétisera bien davantage le rapport littérature-société. Mais les fondateurs du matérialisme dialectique, n'ayant écrit qu'occasionnellement sur l'art et la littérature, leur apport dans ce domaine reste surtout celui d'avoir fourni un certain nombre de remarques servant comme point de départ à des analyses ultérieures plus soutenues. Au cours des années 1890 et jusqu'à sa mort en 1919, Franz Mehring appliquera, parallèlement à la Fargue, mais beaucoup plus exhaustivement, le cadre analytique du marxisme à la critique et à l'histoire littéraire. Mais ses écrits restent le plus souvent au niveau d'un journalisme éclairé, et ce ne sera qu'à l'époque de Weimar, avec Lukács et Brecht, Walter Benjamin et Léo Leventhal notamment, que la perspective marxiste commencera réellement à porter ses fruits, d'ailleurs contradictoires. L'autre tendance, située à droite du marxisme, est désignée par le terme allemand völkisch, se basant sur les particularismes d'un peuple, dans le sens d'une nation, d'une ethnie, d'un groupe régional. Remontant jusqu'à l'Aufklärung, Herder par exemple, et passant par le romantisme, cette tendance reste longtemps politiquement ambivalente. Si elle peut être associée à une politique réactionnaire chez certains romantiques, avec la montée des aspirations nationalistes, elle est aussi souvent teintée de libéralisme. Ce n'est que dans la période suivant la défaite allemande dans la Première Guerre mondiale qu'elle s'identifie de plus en plus avec l'extrême droite, devenant aux années 30 une composante essentielle de l'idéologie nazie. Cette évolution se fait par une série d'étapes, dans une filiation intellectuelle directe. À la fin du XIXe siècle, la théorie de l'histoire littéraire de Wilhelm Scherer met l'accent sur le caractère unique des littératures nationales, en particulier de la littérature allemande. Ensuite, son élève August Sauer met ce particularisme d'un Volk au centre même de sa conception, déjà pleinement développée dès 1900, des forces qui modèlent la littérature et limitent la notion de peuple surtout au niveau régional local. Pour Sauer. En dernière analyse, l'homme est un produit du sol, Boden, d'où il surgit, un membre de la souche ethnique, Volksstamm, d'où il vient et des familles dont l'union l'a fait venir au monde. Les caractéristiques de la race, Stamm, forment la couche la plus ancienne et solide sur laquelle toutes les autres impressions et influences se superposent. Ainsi pourrait-elle fournir un critère excellent pour un groupement pour ainsi dire naturel des littératie et des écrivains d'un peuple. 23. C'est à la mise en œuvre de ce principe et de ce programme de recherche que s'applique son élève, Joseph Nadler, dans sa Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften,
Histoire littéraire des ethnies et régions allemandes, 1912-18. Par la suite, ce même Nadler se mettra idéologiquement au service de l'État nazi, 24. Après la prise du pouvoir par les nazis, il se développe une véritable théorie littéraire nationale-socialiste, 25, qui donne une forme extrême et caricaturale à la tradition antérieure. Entre 1933 et 1943 paraissent, dans un des principaux organes culturels des nazis, Volk im Werden, pas moins d'une trentaine d'articles ayant trait à la littérature. La conception qui les sous-tendra est déjà annoncée par la rédaction dans un message au lecteur en 1935. L'adhésion à la communauté, Gemeinschaft, doit être l'étalon modèle pour la présentation, la conceptualisation et l'évaluation de la création artistique et avant tout de la littérature, 26. Si par la suite on n'y fait plus guère allusion, on trouve dans cette revue à ses débuts une référence explicite à la sociologie de la littérature. Dans un des premiers numéros, de 1934, l'éminent érudit Karl Vieter ne propose rien de moins qu'un Programm einer Literatursoziologie. Dans cet article, Vieter fait allusion au fait que, en dehors des marxistes, il n'y a eu que peu de tentatives de ce genre. Il avait été lui-même affilié auparavant au courant de la Gesellschaft, et il appelle de ses vœux un nouveau départ pour la sociologie de la littérature dans le contexte de la nouvelle époque qui s'ouvre. Assez rapidement, en 1935, Vieter s'est rendu compte de son erreur, et a émigré aux États-Unis, et les articles littéraires ultérieurs de Volk im Werden ne font pas écho au projet d'un renouvellement de la sociologie littéraire. Mais l'article de 1934 montre que l'idéologie nazie avait besoin d'une approche sociologique dans le domaine littéraire et artistique. Pendant la République de Weimar, en dehors des tendances marxistes et völkisch, on trouve quelques autres initiatives dans la recherche universitaire. L.L. Schücking a publié sa Sociologie des literarischen Geschmacksbildung en 1923, qui défriche un nouveau terrain, la sociologie du goût, et représente une des premières incursions dans le circuit littéraire. On trouve aussi des études reliant littérature et société dans la Altgermanistik, l'ancien allemand, car l'altérité de la littérature médiévale exige pour s'éclairer une compréhension des conditions sociales qui l'entourent. Enfin, si, comme en France, les classiques de la sociologie allemande Weber, Simmel, etc., ne se sont occupés que très accessoirement de l'art et de la littérature, la sociologie universitaire de la Deutsche Gesellschaft für Soziologie a créé des groupes d'études de la sociologie de l'art dans ses congrès de 1928, 30 et 31, 27, sous l'impulsion de L. von Wiese surtout, on y a jeté les bases pour la première fois en Allemagne, d'une approche positiviste. Comparé à la France, donc, l'Allemagne a connu un développement très tardif du positivisme. Il y a certes déjà chez W. Scherer, comme dans la théorie de la Gesellschaft de Dilthey, un élément positiviste, mais cette perspective s'affirme de manière bien moins marquée dans l'Allemagne du XIXe siècle qu'en France. Par contre, et c'est peut-être l'autre côté de la médaille, l'historicisme s'est développé beaucoup plus fortement en Allemagne qu'en France, ceci dans les courants non sociologiques aussi bien que sociologiques. La Gesellschaft est après tout une forme d'histoire. Cette sensibilité historique, cette tendance à concevoir tout phénomène humain comme faisant partie d'un processus dynamique, on la trouve déjà chez Herder qui affirme le principe que tout sur la Terre est en transformation, Wechsel, 28, et elle constitue sans doute en soi une contribution précieuse de la culture allemande au discours socio-littéraire. Après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est enfin produit, en Allemagne comme en France, une extraordinaire explosion d'activités, liée surtout aux optiques marxistes et néo-marxistes. Seulement, l'essor est venu relativement plus tard. En fait, deux évolutions parallèles et partiellement interdépendantes ont eu lieu, en RFA et en RDA. Dans les deux moitiés de l'Allemagne, le renouveau s'est manifesté à peu près en même temps, surtout vers la fin des années 60. La période de l'après-guerre en RFA, caractérisée à la fois par l'anti-marxisme viscéral de la guerre froide et par la volonté d'oublier le nazisme avec son idéologisation omniprésente, a favorisé l'étude purement interne de la littérature. En RDA à la même époque, le dogmatisme officiel décourageait toute réflexion indépendante et neuve. En RFA, deux courants antagonistes se sont confrontés, les marxistes, néo-marxistes et les positivistes. La situation ressemble dans une certaine mesure au double développement en France des groupes de Goldman et d'Escarpit,
Mais l'opposition était plus tranchée en Allemagne qu'en France. Les positions dans les deux camps étaient plus radicales, et leurs rapports prenaient souvent la forme de l'affrontement plutôt que du dialogue. Les deux tendances en RFA avaient leurs racines dans les années 50, mais le courant positiviste était nettement plus fort à cette époque. Par la suite, le rapport de force s'est renversé, et dans les années 70 et 80, alors que le positivisme s'étiole, le néo-marxisme et la théorie critique deviendront quasi HE accent aigu GE accent aigumonie. Dans la deuxième moitié des années 50, les sociologues universitaires ont relancé l'effort de leurs confrères de la fin des années 20, visant à construire une sociologie de l'art et de la littérature comme sous-discipline. Un nombre considérable de monographies et d'articles ont culminé dans la tentative de totalisation qu'est Die Optrichtungen der Literatursoziologie und ihre Methoden de H.N. Fugen en 1964. Dans ce mouvement, d'un positivisme militant, Fugen et Alphonse Zilberman sont devenus les figures de proue dans les années 60. Mais au début des années 70, Zilberman a commencé à se concentrer sur les médias, et Fugen s'est tourné vers des domaines de la sociologie étrangers à la littérature. Par conséquent, le mouvement de positivisme socio-littéraire s'est vu en grande mesure éclipsé à partir de cette époque. Alors que Zilberman est resté jusqu'à la fin fidèle à une version extrémiste du positivisme, Fugen a quelque peu assoupli ses positions au début des années 70, tout en restant positiviste. Quant au courant opposé, s'il représentait une force à peu près égale dans les années 60, il était très marginal aux années 50. Quand paraisse Ideal und Wirklichkeit in der Öffischen Epik d'Eric Keller en 1956, et un texte important, radiodiffusé, d'Adorno sur la poésie lyrique, Rede über Lyrik und Gesellschaft. Ils sont tout à fait isolés et dans un premier temps ne suscitent que peu d'écho. Dans ces ouvrages d'ailleurs, on voit s'incarner les deux voies que prendra par la suite le mouvement anti-positiviste. La théorie critique qui a sa source dans l'école de Francfort, et un marxisme ouvert mais plus orthodoxe que Keller. Si cette dernière tendance, illustrée de manière exemplaire par Keller jusqu'à sa mort en 1981, s'est beaucoup développée et est restée forte, en RFA c'est en premier lieu la théorie critique qui inspire un raz-de-marée à partir de la fin des années 60. Les années 70 et 80 voient une production marxiste et néo-marxiste énorme, souvent d'un grand intérêt, par une jeune génération dont P.O. Hundal et P. Burger sont parmi les personnalités les plus marquantes. En RDA, si la théorie critique n'a pas été sans influence sur le mouvement de renouveau, celui-ci s'est fait dans le cadre d'un marxisme assez orthodoxe quoiqu'en général éloigné de tout dogmatisme. Dans les années 60 déjà, ont paru des travaux de W. Krauss, dans les années 70 ceux de Hervé Mann, M. Naumann et Herschober notamment. Pris ensemble, les contributions Est et Ouest allemands constituent un des plus importants corpus, quantitativement et qualitativement, de la sociologie littéraire contemporaine. L'Angleterre et les États-Unis. En Angleterre même plus qu'en Allemagne, le discours socio-littéraire débute tard. En fait, tout le XIXe siècle anglais se présente comme sa préhistoire, alors qu'au XVIIIe siècle l'Angleterre n'a aucun précurseur comparable à Dubois, Winkelmann et Herder. Au XIXe siècle, à partir des premiers romantiques Wordsworth, Coleridge, en passant par Carlyle, Arnold et Ruskin, une tradition de critique culturelle, cultural criticism, se développe, qui traite la littérature comme une partie de la culture générale. Mais la notion de culture reste mal définie, et concerne le plus souvent la sphère intellectuelle. L'Angleterre n'a produit aucun équivalent de Mehring, ni de Lafargue. Celui qui aurait été susceptible d'appliquer une perspective marxiste à la littérature à la fin du XIXe siècle, William Morris, n'a pas fait œuvre de critique littéraire. Même au début du XXe siècle, on ne trouve que quelques œuvres isolées s'adressant au rapport entre la société et la littérature. Surtout English Literature and Society in the 18th Century de Leslie Stephen, en 1904, étude concrète qui ne tente pas d'élaborer une théorie. Cette initiative restera à peu près sans suite jusque dans les années 30, lorsque ce sera avant tout les marxistes qui la reprendront. Ce n'est qu'avec l'engagement de nombreux intellectuels dans le mouvement communiste pendant cette décennie, que le discours socio-littéraire s'installe vraiment en Angleterre. Pendant cette période,
on verra paraître un nombre assez important d'études littéraires se réclamant du marxisme par des auteurs tels que Jack Lindsay, Ralph Fox et Alec West. Suivant le penchant anglo-saxon pour le concret, dans le sens du particulier, ces ouvrages préfèrent le plus souvent les sujets ponctuels aux questions globales. Une exception notable, qui représente sans doute le meilleur exemple du marxisme anglais des années 30, Christopher Codwell. En dehors de ce courant engagé sur la gauche, c'est la critique culturelle qui continue à prédominer. Mais à l'intérieur de cette perspective, un certain souci plus spécifiquement sociologique se manifeste, d'une manière limitée il est vrai, en particulier chez Fr et Qd. Leavis, notamment dans Fiction and the Reading Public 1932, de cette dernière, ouvrage important puisqu'il introduit la question de la réception. Dans la mouvance des Leavis se situe également Drama and Society in the Age of Johnson de L.C. Knight en 1937. Comme en France et en Allemagne, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, surtout à partir des années 50, que le discours socio-littéraire connaîtra en Angleterre son apogée, mais le peu de poids de son histoire précédente comparé à ces autres pays, et la tendance anti-théorique de la tradition intellectuelle anglaise limiteront ce développement. À gauche, ce sera d'abord une continuation du marxisme orthodoxe d'intellectuels affiliés au Parti communiste anglais. Dans les années 40 et 50, George Thomson publiera une série d'ouvrages marquants sur la littérature et la société dans la Grèce antique. Un disciple de Codwell, Thomson développera pourtant beaucoup moins l'aspect théorique que son maître. Dans les années 50, les écrits d'Arnold Kettle se situent dans la même tendance, et dans les années 60 et surtout 70, David Craig continuera dans cette tradition. Si le marxisme orthodoxe est donc pendant longtemps le fait du seul parti communiste officiel, il se produira une version gauchiste de celui-ci à la fin des années 60, autour de la New Left Review et illustrée de la manière la plus distinguée par Terry Eagleton. À cette époque, des tendances plus ou moins empiristes s'opposent au gauchisme, tant chez les littéraires, notamment Malcolm Bradbury, que chez les sociologues, Joan Rockwell. Cette dernière tendance, la sociologie positiviste, n'a pas de racines importantes dans les périodes précédentes, et même quand elle se déclare en Angleterre dans les années 70, elle prend beaucoup moins d'extension qu'en France et en Allemagne. L'approche sociologisante non marxiste chez les littéraires, en revanche, se relie aux années d'avant-guerre dans la personne de David Desch, qui après avoir donné Literature and Society déjà en 1938, continue dans la même veine dans les années 40 et 50. Ce sera le cas également chez Ian Watt, dont un projet de recherche commençait en 1938 sous l'influence de Fiction and the Reading Public, de Qd. Leavis aboutira seulement en 1957 à la publication de son ouvrage influent The Rise of the Novel. Mais le mouvement le plus original de la période d'après-guerre en Angleterre est sans doute celui que l'on a dénommé Cultural Studies, études culturelles, mouvement qui se développe à partir des années 60 suivant la parution de The Use of Literacy de Richard Hogarth en 1957 et Culture and Society de Raymond Williams en 1958. Ce mouvement est tributaire de la critique culturelle anglaise, mais il le sociologise bien plus profondément que l'ont fait les Leavis dans la période précédente. Marxisant ou néo-marxiste, il se rapproche aussi d'autres composantes de la nouvelle gauche, telles que le féminisme. Ce groupement assez divers s'ouvre également vers l'analyse de la littérature et de la culture populaire. Commencé à l'université de Birmingham, où a été fondé le Centre for Contemporary Cultural Studies, mais s'étendant par la suite à d'autres universités, le mouvement a perdu l'aspect marginal de ses débuts pour devenir, sinon hégémonique, au moins un élément puissant et respecté du débat intellectuel britannique. Il doit cette évolution positive en partie sans doute au prestige de Raymond Williams, dont l'œuvre constitue une contribution majeure à la sociologie littéraire contemporaine. Les particularités que nous avons signalées dans le cas anglais, développement tardif du domaine, faiblesse de l'aspect théorique, caractérise également, et a fortiori, le cas américain. Aux États-Unis, avant les années 30 du XXe siècle, il n'existait pas de courant tel que la critique culturelle en Angleterre qui constituerait une préhistoire quelconque. Quand surgit un discours sur le rapport littérature-société dans les années 30, il s'agit d'une création plus ou moins ex nihilo, ce qui peut expliquer en partie ses insuffisances, et aussi qu'il soit obligé de chercher ailleurs les fondements et les modèles. Comme en Angleterre,
Le discours socio-littéraire américain des années 30, commençant, à vrai dire, au cours de la décennie précédente, est presque exclusivement le fait de la gauche marxiste ou marxisante et se produit en général en dehors de l'université. Il y a certes des reflets de la nouvelle approche dans les départements de littérature, mais rien qui ressemble à un véritable mouvement. Et à cette époque, les sociologues professionnels ne s'intéressent que très peu encore au phénomène littéraire. La tendance la plus puissante est celle des intellectuels liés au Parti communiste, tel V.F. Calverton, Granville X et John Strachey, et son organe principal est The New Mass. Un courant gauchiste et trotskisant existe aussi, surtout autour de Partisan Review, dont le représentant le plus important est probablement Philippe Rave. Mais c'est sur les marges du communisme, parmi les compagnons de route, qu'on trouve les deux personnages ayant sans doute apporté les contributions les plus importantes. Kenneth Burke pour la théorie, Edmund Wilson pour la critique. Après la guerre, les intellectuels de gauche qui avaient porté ce premier mouvement d'analyse socio-littéraire sont sévèrement marginalisés quand la guerre froide s'installe avec, dans le domaine des études littéraires, la New Criticism, qui se veut apolitique et s'efforce à des analyses textuelles purement internes. En revanche, la sociologie universitaire se tourne dès les années 50 vers la culture, l'art et la littérature, particulièrement vers les phénomènes de masse. En 1954 se tient la première séance sur la sociologie de l'art au congrès de l'American Sociological Association 29. Par la suite, un certain nombre de sociologues tenteront de développer une sous-discipline de sociologie de l'art et de la littérature, 30. Mais il y avait eu auparavant un autre développement d'une importance capitale, l'arrivée en nombre considérable, avant, pendant et après la guerre, d'intellectuels européens émigrés, surtout allemands, qui avaient fui le nazisme. Dans les années 50, il se trouvait donc aux États-Unis, entre autres, Arnold Hauser, Herbert Marcuse, Léo Leventhal et Erich Auerbach. Ces personnages, avec d'autres de moindre envergure, allaient stimuler énormément le développement d'un discours socio-littéraire renouvelé, en apportant des perspectives et des bases conceptuelles européennes. Dans l'après-guerre cependant, s'ils ont publié un certain nombre d'ouvrages importants et reconnus comme tels, Mimesis d'Auerbach, The Social History of Art d'Hauser, etc., ils sont restés isolés à l'époque de la New Criticism. C'est seulement avec la montée des différents mouvements de contestation aux années 60 que le discours socio-littéraire cessera d'être soit une sous-spécialisation de la sociologie empiriste, soit une forme d'approche critique hautement marginalisée et souvent importée. Vers la fin des années 60 et surtout dans les années 70 commencent à paraître articles, monographies et anthologies qui reflètent la diversité du mouvement intellectuel et social en cours. On assiste à une prolifération de revues, et à la création d'un Radical Caucus, ensuite d'un Marxist Literary Group à l'intérieur de la Modern Language Association. Après la retombée du premier moment militant, deux courants surtout imposent un néo-marxisme basé à la fois sur la théorie critique allemande et sur des théories françaises récentes, dont le représentant le plus imposant est Fredric Jameson, et une critique féministe foisonnante, parfois teintée elle aussi de marxisme. 31. Alors que la critique féministe se fonde en grande partie sur un corpus théorique américain, ou anglais, la tendance néo-marxiste montre à quel point le discours socio-littéraire aux États-Unis reste dépendant par rapport à la théorie européenne. Les deux courants ont fini par gagner, vers la fin des années 70, une certaine respectabilité à l'université, où enseignent la plupart de leurs défenseurs. Autre tradition importante, la Russie et l'Italie. Avant de clore ce bref historique, il faudrait évoquer ces deux pays qui se démarquent nettement des nombreux autres, le Danemark et la Suède, la Pologne, la Hongrie et la Roumanie, l'Espagne, le Mexique et le Brésil, le Canada ayant connu récemment une certaine activité dans le domaine. En Russie, le XIXe siècle est tout entier dominé par la critique sociale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.